Ayman Jouini, ahla wa sahla, marhaba bik. وبيك يعيشك. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, très très bien, je te remercie. Inch'Allah, tout va bien. Je vais vraiment très bien. Yaïchek, vraiment, اليوم on a beaucoup de choses à se dire وعندك عندي برشا حاجات نحب نعرفهم على الستارت اب نتاعكم donc Amy HR. Donc si vous commencez par vous introduire vraiment vite fait et après on passera au reste, d'accord? Ça marche. Donc, Anaïm Jouini, à l'origine, je suis ingénieur en business intelligence et en data. l'ANM diplômé من Nantes, mais l'école polytechnique est à Nantes. عايش في Nantes, mais بين Nantes وتونس. خدمت 15-16 ans à peu près en tant que consultant data, business intelligence pour des grands groupes, notamment pour Accenture. Et il y a quelques années, j'ai fondé EmiHR, qui est une nouvelle solution RH IA native qui travaille avec les RH et les salariés pour leur faciliter la vie et faire en sorte que le travail devienne agréable. Tout simplement. Synthétique, voilà. C'est excellent. B, ماذا بينا نرجع شوية على الparcours نتاعك parce qu'il est vraiment assez particulier. خاطر أنت أيمن، enfin tu as quitté Accenture pour créer justement MIHR. Donc si tu nous racontais un peu l'histoire de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision concrètement. Alors, Anna خدمت 15-16 ans en tant que consultant dans différentes boîtes, et entre autres Accenture, où dans une de mes dernières missions, تلهيت بالfusion تاع des filiales تاع Air France. D'abord, Fusion, tu as leur cœur de métier, Data, tu as leur cœur de métier qui s'appelle Sabre, pour la petite histoire qui permet de gérer les avions, les PN, etc. Bon, bah, de l'âme libado, ils m'ont rappelé pour faire la fusion de leur SIRH. Donc, j'ai vu ce que c'était des SIRH et j'étais un peu choqué, pour être tout à fait franc, parce que c'est des systèmes qui sont très chers, mais qui sont pas très smart. Les RH, ils radient في وقتهم الكل dans des tâches opérationnelles, dans de la paperasse, à faire de la double, de la triple saisie, et les outils ne les aident pas. Et ça leur Samahani, coûte. pour les gens qui comprennent pas nécessairement, très simplement, c'est quoi les SIRH? Alors, c'est quoi un SIRH? Un SIRH, c'est un système, c'est un logiciel ou un ensemble de logiciels qui sont faits pour gérer les ressources humaines, Mhm. qui veut dire les dossiers du personnel, les congés, le suivi des temps, la gestion RH. Donc, ils sont plus ou moins développés selon les systèmes. Et nous, chez MIHR, on propose justement une nouvelle génération des CRH. Mhm. D'accord. Et donc, quand j'ai fait cette mission-là, c'était à l'époque, il commençait à y avoir la nouvelle génération d'IA. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on faciliterait pas la vie des RH, mais aussi des collaborateurs, en créant une nouvelle génération de CRH où, Fiblast mal RH, au lieu que ce soit la RH qui travaille sur le SIRH, c'est le SIRH qui travaille pour les RH, grâce à l'IA. Et donc, c'est comme ça qu'a été lancé petit à petit EMI. Et on a développé cet outil avec Christophe, mon associé. Donc, Christophe Formeris, c'était l'ancien DRH et vice-président de Natixis IM. Donc, c'est lui qui porte la casquette métier. Et on a créé EMI. Et aujourd'hui, on l'a déployé chez pas mal de clients. Là, on vient de signer une banque, par exemple, là-dessus. Vous avez trouvé une sorte de résistance وقت اللي حبيتوا vous proposer ce genre de projet ou ce genre de solution. Est-ce que, même si c'est différent ça, quand même, ils sont plus ou moins ouverts, mais est-ce que vous avez trouvé une sorte de résistance? Ma résistance كبيرة كبيرة برشا. Il y a une très grosse résistance. Euh, Chez MIHR, quand on a commencé à le commercialiser, donc on faisait des démos pour Mhm. les RH étaient bluffés, c'était magique, vraiment, elles étaient... ouais. Mais au début, on n'arrivait pas à signer et on se demandait pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que les RH le voyaient comme un concurrent. Et certaines, des fois, nous le disaient, elles disaient, mais qu'est-ce que je vais faire moi après? Hmm. Et donc, il y a eu tout un travail de notre part, mais aussi d'autres acteurs de l'IA, Pour pour éduquer un expliquer peu. que, voilà, ce logiciel n'est pas là pour remplacer. Nous, EMI travaille très bien, fonctionne très bien, mais seulement
si les RH savent l'utiliser. C'est un complément, ça augmente les RH, ça leur facilite la vie, voilà, ça leur permet de faire les choses mieux, plus vite, mais ça ne peut pas les remplacer. Hmm. C'est ça ce que j'ai trouvé un peu drôle parce que j'ai vu que, voilà, tu dis vouloir confronter les entreprises hein, à des vérités inconfortables, n'est-ce pas? Mais concrètement, quand tu arrives chez le DRH avec des données qui montrent que voilà, 60% même plus de son équipe est en détresse, et puis que l'IA va réduire 40% des tâches RH, tu es concrètement en train de leur dire que leur équipe va devenir obsolète. Donc, moi, j'étais curieux de comment tu vends ça tout en les rassurant. C'est un peu un jeu qui n'est pas évident, on est d'accord. Alors, les RH, c'est un domaine un peu spécial. Les RH, c'est le cœur de l'entreprise. C'est eux qui recrutent, c'est eux qui gèrent le bien-être au travail, c'est eux qui suivent les salariés. Ils ont beaucoup de tâches, en plus de l'opérationnel, parce qu'ils ont aussi du réglementaire et du juridique. Sauf que les RH sont considérés comme un centre de coût de l'entreprise. Directement. Donc, les budgets par les RH, dima ضعف. Donc, résultat, les équipes RH sont très généralement sous-staffées et sous-équipées. Donc, ils sont en permanence en état de stress, voire en burn-out. En France, là, il y a eu un chiffre, il y a une étude il y a quelques mois. 80% des professionnels RH se déclarent proches du burn-out. 80%. Waouh! Moi, la dernière fois, je discutais avec une RH. euh, Au bout de la troisième phrase, elle s'effondre. Elle me dit, je suis en plein burn-out. Aujourd'hui, les RH ont des pressions qui sont énormes du fait de l'économie, parce que c'est un peu tendu économiquement, du fait de l'arrivée de la nouvelle génération Z qui a des besoins et des attentes qui sont très fortes et très différentes des générations d'avant, et que Mhm, les RH et les entreprises ont beaucoup de mal à comprendre et à intégrer. mhm, Et il y a aussi une inflation réglementaire qui est très importante, en tout cas en France. mhm, Donc, quand je vais les voir, déjà, ils sont en état de stress, ils sont en état de sous-effectif. Moi, quand je viens, et c'était tout le but de EMI, c'est de mhm. leur dire, écoutez, aujourd'hui, vous êtes en stress, vous êtes en sous-effectif. Les entreprises ont un énorme problème aujourd'hui de désengagement. Que ce soit fait Tunis, en France, la dernière fois je discutais avec le Luxembourg, avec la DRH d'un grand groupe de banques d'investissement, qui me disait, mais on ne comprend pas, on les recrute, au bout de 3 mois, ils démissionnent, on ne sait pas pourquoi. En France, c'est pareil, à chaque fois qu'on aborde le sujet, on me dit, bah, il y a un vrai problème de désengagement. Il y a eu une étude, il y a l'étude Gallup, le taux d'engagement en France, mais en Tunisie, c'est le même d'ailleurs, c'est 8%. 8% des salariés sont engagés. Mais 8%. 92% sont désengagés. D'accord? Et c'est dû à quoi d'après toi? C'est multifactoriel. C'est dû à quoi le désengagement? C'est dû à plein de choses différentes. C'est pas juste une chose. C'est pour ça qu'on a créé MIHR. Parce que euh, avant, il y avait des startups qui créaient, parce que le désengagement, c'est pas nouveau. Les startups créent un produit pour répondre à une problématique. Sauf que ça résout pas le problème. Nous, on est allé, on s'est dit, on va faire un MIHR, c'est un produit global pour les collaborateurs et pour les RH, qui va à la fois travailler côté collaborateur, en leur donnant, par exemple, de la vision et en les rendant acteurs de leur parcours professionnel, en leur donnant la possibilité d'avoir de l'impact sur l'entreprise, et aussi en leur permettant de renforcer les liens avec les collaborateurs, avec leurs collègues, pour se sentir mieux. Mais aussi, on agit du côté RH en leur donnant les moyens de comprendre ce qui se passe en temps réel. Pourquoi les gens se désengagent? Parce qu'il n'y a pas qu'une raison, c'est un ensemble de raisons qui sont différentes selon même les personnes. Les gens n'ont pas les mêmes sensibilités, les mêmes attentes. Tout à Et fait. donc ensuite d'agir de plusieurs façons différentes, en communiquant mieux, en gérant mieux le parcours professionnel, etc. Donc, le désengagement, il y a plusieurs raisons, c'est pas qu'une question d'argent non plus. Le réflexe, c'est de dire oui, parce qu'ils sont mal payés. Je suis désolé, le Luxembourg, ils sont pas mal payés. Et en C'est France, il y vrai. a pas mal d'entreprises où c'est des ingénieurs qui sont très bien payés. Donc, c'est pas l'argent, c'est autre chose et c'est une multitude de facteurs et il faut agir dessus.
Et donc l'IA, aujourd'hui, la puissance de ces nouvelles générations de SIRH comme MIHR avec l'IA, c'est de pouvoir prendre toutes les datas de l'entreprise, les documents, les datas du salarié, etc., qui sont toutes dans un même outil, et de pouvoir aller chercher les signaux faibles pour analyser et pour donner des alertes, en fait. Mhm. C'est drôle que tu parles de data parce que, alors, la data, c'est très efficace, hein, je contredis pas ça. Mais par contre, surtout quand il s'agit de ressources humaines, il y a des choses qui sont vraiment intangibles. Parce que l'IA, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, du moins, elle n'est pas capable d'avoir cette intelligence émotionnelle. Elle n'est pas capable certainement, hein, avec tes employés, par exemple, il vient le matin, tu le regardes, tu sais qu'il ne va pas bien. Tu n'as pas encore communiqué avec lui, tu n'as pas vraiment de data, mais quand tu le vois venir, ça se voit que son vibe, son état émotionnel, etc., il y a quelque chose qui cloche. Donc, tu vas vers lui peut-être, tu lui demandes, tu vois de quoi il s'agit. L'IA n'est pas capable de faire ça aujourd'hui, on est d'accord. Alors, euh, on n'est pas 100% d'accord, Hum, mais c'est un débat. L'IA est capable de comprendre un certain nombre de choses et d'interpréter un certain nombre de choses, notamment sur ce qui est l'écrit. Pour ce qui est de l'image, مثلا qui est trop lenti, تشوف salarié, tu vois qu'il va pas bien. mhm. Alors, il y a un blocage là-dessus qui est réglementaire. On n'a pas le droit d'utiliser la IA pour savoir l'état émotionnel d'une personne à partir d'une vidéo ou d'une image. Clair. Mais ça arrivera à un moment ou à un autre. C'est du technique, c'est pas là. La question TERAC, c'est voilà, c'est le côté humain. Et ça, c'est Oui. très important. Et nous, on insiste là-dessus chez MIHR sur le côté humain, en expliquant justement tout le but pour les RH. Tout à l'heure, tu me disais comment tu expliques aux RH pourquoi prendre MIHR. Tout le but pour les RH de ce gain de temps, c'est de passer du temps sur l'humain. Les RH aujourd'hui, quand un salarié va les voir parce qu'il a un problème, elles n'ont pas le temps. Il faut qu'elles fassent les fiches de paie, il faut qu'elles suivent les congés, il faut que elles n'ont pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Nous, on les dégage de ça pour qu'elles aient le temps, pour ne même pas attendre que le salarié vienne les voir, c'est elles-mêmes ou eux-mêmes qui vont aller voir le salarié. Comment ça va? Comment ça va ta famille? Comment, comment ça va le travail? Est-ce que est-ce qu'il y a des frustrations qu'on ne voit pas? Enfin, c'est vraiment prendre le temps d'échanger, de discuter et de comprendre justement les choses qui sont non dites, tout ce qui est non verbal. Et c'est toute la C'est, force de l'humain. c'est tout à fait ça. À un certain moment, les RH, ils ne faisaient que ça. Et puis, j'ai l'impression, les tâches administratives, كثر عليهم de plus en plus, وقعد هو les RH اللي يعمل فيهم. Donc, نتوما اليوم اللي تعملوا فيه, c'est, en quelque sorte, déléguer cette partie qui est purement administrative et que l'IA peut faire très très bien pour que les RH reviennent à son rôle initial, c'est vraiment de prendre soin de ses employés. Tout à fait. C'est ça, c'est remettre le RH. RH, non, c'est ressources humaines. Oui. Donc, leur redonner, leur permettre de se recentrer sur l'humain. Passer plus de temps avec l'humain. Parce que la technologie, c'est bien, mais ça ne peut pas remplacer l'humain. Ça ne peut pas remplacer le contact, ça ne peut pas remplacer le non-verbal. Voilà, il y a l'empathie, il y a toutes ces choses-là que l'IA peut peut-être simuler, mais qu'on ne peut pas remplacer avec l'être humain. Donc, il y a toujours besoin de ce lien, et il faut leur donner le temps de le faire. Parce que après, enfin, il y a besoin d'humains. Et moi, ce que je dis toujours, OK, est-ce que demain, les entreprises vont dire, bah, on va tripler le budget RH pour recruter 3 fois plus de RH, Je pour pense qu'elles pas. aient le temps de faire l'humain? J'y crois pas non plus. Est-ce que les salariés vont se dire, bon, bah, moi, j'arrête de râler, je baisse toutes mes attentes et je roule, alhamdoulilah, tout va bien. Je pense pas non plus. Et c'est normal. Il faut qu'ils aient des attentes. Et le rôle des entreprises, c'est de répondre aussi à ces attentes. Il faut qu'on soit bien au travail. Donc, quelle est la solution? Eh ben, c'est la solution pour moi, c'est d'aller vers ces aides technologiques avec ces compagnons IA spécialisés qui vont décharger les RH pour leur donner le temps d'aller s'occuper de l'humain sans attendre que les budgets augmentent et que voilà des choses qui n'arriveront pas tout de suite. Porte. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour clore un peu cette partie.
tu as vu certainement des centaines et des centaines hein, de candidats, d'employés, etc. Vu la nature de ton travail, tu as vraiment été en contact un peu deep avec ces personnes-là. Aujourd'hui, la nouvelle génération, la génération Z par exemple, qui commence à intégrer le monde du travail, c'est une génération qui est assez particulière, avec des demandes assez particulières. Le gap générationnel, il se fait de plus en plus ressentir, mais en même temps, plus peut-être vous avez de résistance par rapport à la technologie de l'ancienne génération, cette génération Z, elle est plus en avance dans ce secteur-là. Donc toi, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que, d'après ton expérience, qu'est-ce que tu as vu chez cette génération-là qui intègre le monde du travail et qui n'existait pas nécessairement dans les générations d'avant? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que intègre la génération Z aujourd'hui et qui n'existe pas dans les générations d'avant? Euh, alors, ce qu'on a remarqué chez MIHR, par exemple, au niveau du recrutement. Chez nous, le module recrutement, ça se fait pas comme chez les autres, c'est-à-dire il n'y a pas de formulaire à remplir. Nous, le candidat vient mettre son CV, Amy sort et discute avec lui. En fait, il discute avec Amy. Amy va lui poser des questions pour l'aider à déposer une candidature de qualité et ensuite va lui répondre à ses propres questions. Elle va lui demander est-ce que toi tu as des questions sur l'offre d'emploi, sur l'entreprise, etc. Et on a eu une surprise avec le temps et l'utilisation. On s'est rendu compte que les gens, les candidats, passaient énormément de temps à discuter avec Amy, à lui poser des questions. Et ça nous permettait aussi de voir les candidats qui étaient vraiment intéressés. Et on pensait pas, on pensait que les candidats allaient poser juste deux, trois questions. Mais en fait, on se rendait compte qu'ils passaient des fois une heure à discuter avec Amy, à lui poser plein de questions sur l'entreprise, sur l'offre, etc. Donc, euh, ils sont, ils sont plus attirés par ce type d'interaction et par ce type de technologie. Et nous, ça nous a attiré des ingénieurs qui étaient plus motivés aussi à nous rejoindre. Ils ont trouvé l'expérience différente. Et donc, je pense que cette nouvelle technologie peut faire partie du package de l'entreprise qui va attirer et fidéliser ces nouvelles générations aussi. Parce que l'entreprise, elle va avoir une image plus moderne, plus, voilà, plus avant-gardiste en fait par rapport à ces sujets. Tout à fait. D'ailleurs, Amy RH, d'après ce que j'ai vu, elle mesure l'engagement, la satisfaction, le bien-être aussi. Mais voilà, d'un point de vue, on va dire éthique, et c'est un point sur lequel enfin, tout le monde était en train de travailler pour le moment. À quel moment la bienveillance devient concrètement une surveillance? Donc, comment tu évites de créer un Big Brother du bonheur au travail? Très bonne question. Comment on évite de créer un Big Brother du bonheur au travail? Très bonne question. Alors, chez Amy HR, la partie, quand on a commencé la conception, les premiers sujets sur lesquels on a travaillé, c'était l'éthique, la transparence, la fiabilité euh, et toute la partie confiance. Pourquoi? Parce que si un de ces quatre sujets n'est pas adressé, le produit ne sera pas accepté, ni par les entreprises, ni par les régulateurs, ni par les salariés. Donc il faut que tout le monde ait confiance dans la qualité même du produit, dans le fait que le produit soit transparent et éthique, dans le fait que les données soient protégées et confidentielles, et dans le fait que ce ne soit pas de la surveillance. Parce que pour que le produit marche bien, il faut que les salariés l'utilisent. Donc pour l'utiliser, il faut qu'ils aient confiance. D'accord. Et nous, notre but, on ne récolte pas toutes les données. Justement, on est très euh, sensible à ce qu'on appelle la RGPD ici en France, où Oui. justement, quand on La utilise des RGPD, données, c'est la norme, hein. C'est la norme qui gouverne un peu tous ces systèmes-là. voilà, toute la gestion des données, le traitement des données, etc. Et nous, par exemple, quand on signe avec des banques, on passe des process où justement ils vérifient qu'on est bien conforme à la RGPD, qu'on respecte les données des clients, qu'on les protège, qu'on ne les utilise pas de façon abusive. Et donc voilà, nous, les données, on les utilise uniquement pour aider les RH à comprendre
quand il y a des problèmes au niveau des salariés pour les aider. C'est pas pour voir est-ce que le salarié travaille bien ou pas, ce n'est pas pour surveiller est-ce que le salarié vient au bureau ou pas, c'est pas le but, c'est pas notre travail. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les RH aient une vue 360 sur leur workforce, comprennent quand il y a un salarié qui va mal, peut-être pourquoi est-ce qu'il va mal, pour savoir comment aller l'aider et comment prendre le temps pour discuter avec lui. C'est ça tout notre but. C'est clair. Mais c'est vrai que la limite est toujours un peu, voilà, Voilà, c'est une elle est un question peu d'éthique. floue, hein. Et, ok, Ben, on a c'est comme parlé toute de... technologie. C'est comme toute technologie. On peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. On peut utiliser une voiture pour aller quelque part ou on peut l'utiliser pour écraser quelqu'un. Donc Tout à fait. c'est C'est comme le couteau, hein. Ça dépend pas de l'outil lui-même, mais un peu de la personne qui va l'utiliser, donc de son c'est ça. utilisation. C'est exactement, c'est le cas de tous les outils qui sont puissants. Et là, l'IA, elle est en train de devenir vraiment ultra puissante. Donc c'est vrai que faut faire attention. Et d'ailleurs, j'aimerais bien creuser un peu sur ce point-là, puisqu'on a parlé de normes, d'RGPD et tout. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu contribues au code de pratique IA dans l'Union européenne, tout en choisissant, tout en construisant plutôt une start-up qui doit aller très vite. Donc, cette double casquette, est-ce que c'est un avantage ou un frein pour toi? Et surtout, qu'est-ce que tu as appris ces dernières années sur l'avenir du travail dans l'Europe en général? Alors par rapport à la première question qui est comment concilier le fait de participer à l'écriture des best practices pour l'IA au niveau de l'Union européenne et le fait d'avoir une start-up qui fait de l'IA et qui doit aller très vite. Pour moi, ça va ensemble. Enfin, pour moi, l'IA, et chez MIHR, c'est notre philosophie, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est positif et sera positif dans l'avenir. On a des peurs, on a des craintes, c'est normal. C'est comme ça qu'on avance dans le bon sens. Si on a peur de rien, si on n'a pas de crainte, on se prend le mur parce qu'on ne le voit pas et on l'anticipe pas. En ayant des craintes et en ayant, voilà, c'est comme ça qu'on va faire les choix qui nous emmènent dans le bon sens. Le fait d'aller très vite et d'avoir besoin d'aller très vite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les règles ou qu'il faut faire n'importe quoi. Tout à fait. Justement, le fait de participer à cette écriture du code, ça nous permet de prendre conscience de choses, en tout cas pour moi, de prendre conscience de choses que je ne voyais pas forcément, parce que j'ai une vision qui est liée à mon environnement, et là, ça permet d'élargir ça aussi. Ça permet aussi de contribuer et de partager ma propre vision avec les autres, parce que dans l'écriture de ce code, il y avait différents types de partenaires, de stakeholders. Donc, il y avait des universitaires, il y avait des éditeurs d'IA, il y avait des éditeurs de logiciels IA qui n'avaient pas forcément tous les mêmes intérêts, les mêmes problématiques. Et donc, ça permettait voilà, que chacun explique euh, sa vision, ses problématiques et d'arriver à une solution équilibrée. Donc, pour moi, c'était naturel de participer à ça en même temps que créer MIHR et de développer MIHR. Mhm. Et la deuxième partie de la question que j'ai oubliée, si tu peux me la rappeler, s'il te plaît. Y a pas de souci. C'est vraiment d'une manière générale. Donc, je voulais savoir, parce que tu as énormément d'expérience dans ce domaine-là, et c'est vraiment le but pour lequel je t'ai invité aujourd'hui dans le podcast, c'est pour avoir ce retour d'expérience. Et ce que je voulais savoir, c'est vraiment l'avenir du travail en Europe d'une manière générale. Et après, on va parler un peu de la Tunisie, parce que c'est un cas assez particulier, surtout que la data, elle manque énormément par rapport à l'Europe. Mais déjà, pour le moment, d'après ce que tu as vu dans l'Europe, à quoi ressemble, selon toi, dans 10 ou 15 ou 20 ans, le futur du travail en Europe, surtout avec ces systèmes IA qui deviennent de plus en plus pertinents aujourd'hui? À quoi va ressembler le, le travail en France dans 10, 15 ou 20 ans? Je suis incapable de te le dire. Pourquoi? Parce que l'arrivée de l'IA, c'est une nouvelle révolution industrielle. Oui. Donc le chamboulement, et c'est une révolution industrielle, les anciennes révolutions industrielles, elles mettaient des dizaines d'années pour impacter l'environnement, enfin Oui. le monde. Celle-là, elle va tellement vite que les changements, on n'a même pas le temps de se rendre compte des changements. Donc, déjà dans 5 ans, voilà, ça évolue tout le temps. Là, chaque fois, moi, tous les mois, je te donnerai une réponse différente par rapport à ce que je vois. De mon avis, qu'est-ce qui va se passer?
euh, il va y avoir déjà une première scission entre les salariés qui savent utiliser l'IA et les salariés qui ne savent pas l'utiliser. On le voit déjà dans les entreprises. Ici en France, on voit de plus en plus, notamment dans le marketing par exemple, et nous on le voit au niveau de notre propre marketing chez EMIHR. Quelqu'un qui fait du marketing qui ne sait pas utiliser l'IA, aujourd'hui, il Doomed. n'a pas du tout le même niveau que quelqu'un qui fait du marketing qui sait l'utiliser. Voilà. Ouais. Écrire des articles, créer un plan éditorial, tout ça, des choses qui avant prenaient 3 jours dans la semaine, aujourd'hui ça se fait en une demi-journée. Donc, avant, pour faire une vidéo, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça se fait en promptant. Si on sait bien prompter, si on sait utiliser le bon outil, on fait en une demi-journée, même moins. Enfin, c'est un bouleversement qui est très profond, qui fait que les compétences sont en train de changer et qui a un impact aussi sur les compétences. C'est-à-dire, avant, on apprenait une compétence, ça durait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les compétences, ça va tellement vite que euh, les compétences, leur durée de vie, elle est en train de se raccourcir. Des fois, la compétence, elle dure 1 ou 2 ans. Donc, les gens, aujourd'hui, il faut que les salariés de demain, il faut qu'ils apprennent à se former en permanence, à apprendre, désapprendre, apprendre, désapprendre en permanence. Ce qui est stressant. Voilà, voilà. Donc, il faut que les entreprises aujourd'hui commencent déjà à prendre en main ça et à former leurs salariés, à former leur management sur ces choses-là. Mhm. Apprendre à utiliser l'IA, mais aussi apprendre à devenir plus souple, parce que nos métiers ne vont plus être les mêmes. Moi, pour te donner un exemple personnel, moi j'ai travaillé pendant, comme je te disais, 16 ans ou 17 ans et plus, comme expert data, et notamment une de mes tâches, notamment chez Accenture, j'étais dans une équipe qui s'appelait l'expert service, je crois. C'était en fait, on intervenait en dernier recours. C'est-à-dire quand un client a un gros problème, il y a plusieurs équipes qui interviennent, et quand il n'y a pas de solution, on fait appel à nous. Ouais. Et une de mes spécialités, c'était d'écrire ce qu'on appelle du SQL, mais très optimisé. Parce que quand on travaille sur des bases gigantesques, le moindre petit défaut dans le code SQL qu'on écrit peut avoir un impact. La requête peut durer des journées entières. Ouais. C'est pour ça qu'on fait du Aujourd'hui, data cleaning. voilà, data cleaning, mais aussi, enfin, il y a plein de choses. Il faut comprendre comment fonctionne le moteur d'une base de données pour savoir, voilà, faire ça. Aujourd'hui, moi, quand je dois écrire du SQL, je demande à ChatGPT. Il écrit plus vite que moi, il écrit mieux que moi. Donc, mon métier devient obsolète. Pas entièrement, mais ça devient déjà obsolète. Nous, on a introduit les développeurs IA chez nous. Mhm. Donc, pareil, les développeurs, on n'a plus besoin des mêmes compétences de développeurs. Avant, on avait besoin de développeurs qui écrivaient du très bon code, clean, etc., très smart. Aujourd'hui, on a besoin de développeurs qui ont plus une vision haut niveau, pas très tech ou sont en plein dans le code, mais qui ont une vision un peu plus haut niveau, plutôt architecte, plutôt. Voilà. Donc, c'est tout un bouleversement du monde du travail qui est en cours, qu'on ne comprend pas tous très bien encore, parce que bah, il peut y avoir plein de virages qu'il faut que chacun prenne. Euh, mais voilà, ça change vite, ça change beaucoup. Et il faut absolument que les écoles commencent à former les étudiants sur l'utilisation de l'IA. Oui. Parce que nous, par exemple, là, pour les stagiaires, moi, je m'arrache les cheveux, je ne sais pas comment on va faire pour les stagiaires de l'année prochaine. Parce que jusque-là, un stagiaire, ok, c'était plus long qu'un salarié. Donc, un stagiaire pour développer, par exemple, en 6 mois, il met 2 fois plus de temps qu'un salarié. OK, nous, on prend ça, on le forme. Le but pour nous aussi, un stagiaire, c'est de le recruter plus tard. Donc, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, avec l'IA, on ne peut pas le faire travailler sur l'IA parce qu'il n'a pas le niveau encore. Il ne verra pas si l'IA fait des bêtises. Donc, on ne peut pas le faire travailler avec l'IA. Et on ne peut pas non plus lui donner un stage pour faire en 6 mois ce que l'IA peut faire en 2 semaines ou une semaine. C'est quoi la solution alors? Et je ne sais pas encore. Je Ça reste à réfléchis. découvrir. Voilà. Mais ça aussi, il faut que les écoles nous aident là-dessus. C'est-à-dire, il faut changer les programmes, il faut adapter les programmes à ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre un stagiaire sur l'IA? Parce que l'IA, certes, elle développe très bien, elle développe très vite. Elle fait 90% du travail.
Mais elle fait aussi des grosses bêtises. Elle peut créer des failles de sécurité. Elle Des peut faire, hallucinations. voilà. Donc ça, il faut un développeur qui ait de l'expérience, qui va le voir, qui va se dire, tiens, elle est allée toucher à ça, ça c'est dangereux. Mais un stagiaire qui sort d'école, même s'il est très smart, il n'a pas l'expérience. Donc il va pas le voir. Tu vois. Donc il faut qu'il travaille, qu'il développe, qu'il acquiert cette expérience pour ensuite pouvoir utiliser l'IA. Donc comment on fait pour faire ça? Parce qu'une entreprise aussi a une logique, voilà, business. On ne peut pas faire travailler quelqu'un 6 mois pour un truc qu'on peut faire en une semaine. C'est pas logique, c'est pas smart. Exactement. Donc il y a toute une réflexion qui est en cours au niveau des entreprises, au niveau des écoles, etc. Comment on fait pour s'adapter à ça, pour que le système reste cohérent et que ceux qui sortent d'école puissent trouver du travail et être efficaces et être bons là-dessus. Alors, moi, je pense que sur ce point-là, c'est vraiment la responsabilité de la communauté. C'est vraiment la communauté qui va faire la différence. Quand je vois des personnes comme toi, il y en a de plus en plus qui sont en train d'éduquer le public et les gens sont à la recherche de cette information-là. Donc, ils sont pas en train donc ils ont quelqu'un de crédible qui est vraiment en train de travailler avec ces technologies, qui est en train de les éduquer. Les gens sont à l'écoute, n'est-ce pas? C'est un peu comme l'électronique. À un certain moment, excuse-moi, il y a quelques années, quand l'Arduino est sorti, par exemple, il était open source. C'est pas Arduino eux-mêmes qui ont éduqué le public, mais c'est vraiment la communauté qui était autour de ça. À chaque fois qu'on pose une question, à chaque fois, et sur l'IA, c'est pareil. Par exemple, quand tu vois sur Discord, quelle que soit la plateforme que tu utilises, quand tu vas sur Discord, tu poses n'importe quelle question, la communauté, elle est juste incroyable. L'impression 3D, c'était exactement la même chose. Quelques années en arrière, quand elle est sortie, la communauté, elle était, mais elle a explosé. Et aujourd'hui, tu peux acheter ton imprimante 3D, tu commences à imprimer au bout de 30 minutes. On est d'accord? C'est vrai. Oui. Alors moi, j'ai pas commencé à imprimer au bout de 30 minutes, j'ai mis un mois, mais je l'ai fabriqué moi-même. J'ai acheté les petits boulons, j'ai tout acheté pour fabriquer moi-même. Bref. Alors, tu as tout à fait raison. L'importance de la communauté dans la prise en main de l'IA est importante. Maintenant, tu parles d'une petite portion de la population qui sont un peu, entre guillemets, les geeks, ceux qui sont dans le sujet, mais il y a 95% de la population qui ne sont pas. Et pourtant, l'IA impacte aussi ces 95% de la population. Tout le monde va être impacté en entreprise. Ça va de la secrétaire au comptable, au RH, Au à la PDG. production. Tout le monde, le PDG, le DAF, tout le monde est impacté. Et tout le monde ne se rend pas forcément compte de ce qui va arriver. Et là-dessus, il y a une chose à chaque fois que j'en parle, enfin, il faut qu'à chaque fois que j'en parle pour que les gens se rendent compte, notamment les dirigeants, c'est super important, c'est que l'IA, quand ils vont vouloir passer à l'IA dépend énormément de la qualité des données. C'est Et vrai, donc, garbage in, garbage out. quand les entreprises, elles vont voir leurs concurrents, ceux qui sont en retard, ils disent, ah, mon concurrent, il est passé à l'IA, il est beaucoup plus performant que moi, il faut que j'y aille. Et là, ils vont se dire, ah bah oui, mais maintenant, il faut d'abord qu'on nettoie nos données. Ce qui prend du temps, et surtout, il faut les gens qui vont le faire. Et quand tout le monde va se rendre compte, parce que ça se passe toujours comme ça, il y a les innovateurs qui vont passer en premier, qui eux seront déjà prêts, et puis les autres derrière qui se rendent compte tous en même temps qu'ils sont en retard. Et ben, il n'y aura pas les ressources. Il n'y aura pas les gens pour faire ça. Donc là aussi, il faut prendre dès maintenant ces sujets-là pour les entreprises, former les salariés, les préparer psychologiquement pour que ce soit pas un stress, parce que je suis convaincu qu'on va tous y gagner. L'IA ne va pas remplacer, elle va nous faciliter la vie, elle va nous permettre peut-être d'avoir des boulots un peu plus sympas, un peu moins de bullshit aussi au travail, mais il faut prendre le temps de monter en compétences, d'être formé, voilà, et de se préparer petit à petit à ce changement. J'aimerais bien qu'on parle de la Tunisie là pour le moment, Ayman. Parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es, assez. Voilà, tu connais le monde de l'Europe, cet environnement-là, mais tu connais aussi la Tunisie. Donc, ce qui est ironique et ce que je trouve vraiment assez bizarre, c'est que la Tunisie, elle est en train d'investir dans ces systèmes IA, elle est en train d'investir de l'infrastructure. On est, je pense, le deuxième pays africain qui est le plus avancé, qui a préparé cette infrastructure-là. Et pourtant,
quand il s'agit de ressources humaines, c'est vraiment notre point faible, hein. Donc, c'est pas la technologie qui nous manque, mais l'humain. Mais c'est vraiment l'humain qui n'est pas fiable du tout. Là, il y a une étude qui a été faite l'année dernière sur le mois de Ramadan. Ils ont estimé que en moyenne, l'employé tunisien, il travaille 76 minutes par jour. Mais c'est hallucinant quand même. Il est productif 76 minutes par jour. Donc, est-ce que tu penses aujourd'hui que l'IA peut améliorer ce nombre-là? Tu penses que réellement la productivité, elle peut augmenter en Tunisie grâce à cette technologie-là, ou ça sera juste une autre tendance qui va passer? Alors, 72 minutes, ça m'étonne pas. Mais c'est ça le désengagement. Quand je parlais de désengagement, c'est ça le désengagement. C'est quand les salariés ils sont présents ou pas et qu'ils font rien. Donc, quand je te dis 72 minutes, alors le chiffre me surprend parce que je pensais que c'était un peu plus, 2 heures ou 3 heures par jour. 72 minutes, ça veut dire une heure, même pas une heure et quart par jour. Oui. C'est vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont désengagés, parce qu'ils n'ont pas envie. Mais l'IA, elle va pas les obliger à aller travailler. Elle va pas le pousser à aller travailler. Par contre, nous, notre objectif, c'est de leur permettre, leur donner les moyens de se sentir bien Mm. pour avoir envie de travailler. Parce que le travail, c'est pas forcément. Enfin, ça s'appelle travail, ça s'appelle pas hobby. Ça s'appelle travail parce que bah, des fois on fait des choses qui. On aimerait bien faire autre chose. Mais normalement, quand on se lève le matin et que les conditions de travail sont bonnes, que ce qu'on fait est bien, qu'on sent que ce qu'on fait a un impact positif sur la société, sur nous-mêmes, etc., on est content de se lever le matin pour aller travailler. Nous, notre but chez EMI HR, c'est de faire en sorte que les salariés, quand ils se lèvent le matin, ils se disent super, je vais aller travailler, je vais retrouver mes collègues, je vais avoir de l'impact sur l'entreprise, je vais avoir de l'impact sur la société. Mais on ne peut pas les obliger à faire plus que 72 minutes. Mais en Tunisie, je le vois, hein, franchement, je le vois, c'est malheureux. En fait, il y a deux populations en Tunisie. Il y en a qui sont très motivés, qui ont envie, qui travaillent très dur, etc. Et c'est super. Et ça me rend optimiste. Et il y a une autre partie de la population qui n'a pas envie de travailler, qui travaille juste parce qu'il a besoin d'avoir le salaire à la fin du mois et qui est désengagé. Et ça, c'est triste. Et ça empêche le pays d'avancer aussi vite qu'on aimerait le voir avancer. Et Et ça, d'après c'est toi, aussi de l'éducation. C'est aussi de l'éducation. tout à fait, tout à fait. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que une personne soit très très engagée dans son travail et qui soit pas nécessairement dégoûté, mais qui soit productif tout en ayant du plaisir? C'est quoi la formule d'après toi? Là, je ne saurais pas répondre très honnêtement. Quelle est la formule pour que les gens soient engagés au travail? Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une formule. C'est une combinaison de plein de choses. Comme je disais, le désengagement, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent être internes à l'entreprise, mais qui peuvent être aussi sociétaux. Par exemple, moi, une chose qui me choque en Tunisie, à chaque fois, c'est le nombre de cafés qui sont remplis. C'est vrai. Les jeunes, ils font rien d'autre que. Même quand j'entends des discussions, je rentre des fois, voilà, j'entends des ingénieurs à côté de moi qui discutent. En Tunisie, ils discutent de café. Ils Ouais. discutent pas À de l'époque, c'était du musique, foot, hein. de culte. Café ou foot, voilà. Il n'y a Ouais. pas de. Alors, il y en a qui ont des hobbies, il y en a voilà, qui font des imprimantes 3D, des choses comme ça, mais c'est rare. Et c'est ça qui est dommage. C'est aussi, c'est une question, je disais, d'éducation, c'est comprendre que notre temps a de la valeur. Le passé, c'est bien d'aller au café, moi j'y vais de temps en temps, mais une fois par toutes les 2 ou 3 semaines, ou peut-être même une fois par mois. C'est aussi important de voir les amis et tout. Mais on a d'autres choses à faire. Il faut apprendre des choses, il faut faire des choses, il faut évoluer. Voilà. Et c'est c'est aussi lié après aussi à l'engagement au travail. Qu'est-ce qu'on donne comme valeur? Quelle est la valeur de l'être humain aujourd'hui? Par quoi on se présente en fait? Par ce qu'on fait aussi. Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Moi, je suis garagiste, moi, je suis médecin, moi, je suis ingénieur. C'est ce que j'apporte à la société. Quand je suis médecin, je soigne les gens. Quand je suis garagiste, je répare une voiture.
Oui, ça doit être une fierté, ça doit être un plaisir. Donc c'est aussi éducatif. Ouais. Après, il y a le côté aussi entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis dans l'entreprise, ce que je représente. Est-ce que je suis un numéro ou est-ce qu'on me connaît? oui, la Est-ce qu'on connaît par mon reconnaissance. nom? Voilà. Est-ce qu'on me fait du feedback pour me dire, c'est pas juste on m'engueule quand je fais une bêtise. C'est aussi me dire c'est bien, tu travailles bien. C'est avoir droit à l'erreur. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Et moi, ça, la première chose que je dis aux salariés quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est vous avez le droit à l'erreur. Donc, vous avez le droit de vous tromper. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire deux ou trois fois de suite la même erreur. Parce que l'erreur, elle doit servir à apprendre. Donc, faites les choses, testez, essayez. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant des erreurs parce que il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Donc, c'est bon. C'est plein de choses qui font que les gens viennent travailler ou pas, mais c'est pas le salaire. Parce que toujours on revient au salaire. C'est pas le salaire qui fait que les gens sont désengagés. Ça peut faire partie, mais c'est pas en premier lieu. C'est d'autres choses qui viennent avant la rémunération. Parce que quand le salarié est bien dans son entreprise, qui sent qu'il a de l'impact, qui sent que ce qu'il fait apporte quelque chose, qu'il est valorisé, qu'il est dans un écosystème avec des collègues avec qui il s'entend bien, avec qui il a une bonne ambiance, bah, ça le motive à travailler. J'adore ce que tu viens de dire, parce que concrètement, tous ces éléments-là ils s'inscrivent sous un peu la casquette du leadership, une compétence qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Donc, si on développe un peu plus aussi cette compétence de leadership et de pouvoir partager une certaine vision avec les gens, leur dire voilà, il n'y a pas de souci, tu as le droit de faire des erreurs, tu peux pas apprendre si tu fais pas des erreurs. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un axe qui est très très important, surtout dans un monde qui bouge hyper vite et les gens ont du mal à trouver leurs repères. C'est une compétence qui manque aujourd'hui, hein. Le leadership. Oui, Euh, alors, le leadership, c'est une compétence qui est difficile à avoir et à développer. Euh, Ça se fait pas naturellement. Et c'est le plus important pour mobiliser une équipe. Le management aujourd'hui, ça me fait penser, quand tu dis ça, ça me fait penser à un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Ici en France, il y a une augmentation très importante du nombre de salariés qui ne veulent plus être promus manager. Ils refusent le poste de manager. Ils veulent plus manager. Ils veulent plus gérer des gens. Voilà. C'est parce que c'est difficile de bien le faire. Et le manager des gens, c'est avant tout de l'humain. C'est pas du technique. Parce que quand on a des gens, enfin moi j'ai géré des équipes pendant un certain temps, euh, il y a des personnalités qui peuvent être très différentes, il y a des personnalités qui peuvent être très sensibles, et c'est très compliqué. Donc arriver à mener toutes ces personnalités différentes, toutes ces individualités différentes vers le même sens, pour le même objectif, pour atteindre ces objectifs et tous les engager en même temps, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et surtout le faire dans le temps. Parce que des fois on peut emmener des gens pendant une période et après ça se perd. Donc c'est compliqué le leadership, c'est très compliqué. c'est trop compliqué, mais c'est une compétence qui est vraiment très importante et on revient un peu à l'école et à l'éducation où on doit aussi donner l'exemple et donner quelques informations sur ça dès le début. Comme ça, voilà, on a des futurs leaders, hein, on est d'accord. C'est donner l'exemple, ça c'est très important. C'est super important et notamment en Tunisie, je le répète souvent, euh, donner l'exemple, les gens, le leader, il est suivi, les gens observent tout ce qu'il fait et vont le Hmm, suivre. Un responsable, un directeur, un manager, il ne doit pas arriver après ses salariés, il oui, doit arriver avant. Il ne doit pas partir avant, il doit partir après. Parce oui. qu'il l'observe, parce qu'il le voit. S'il voit que, moi des fois je vois, voilà, bah oui, mais je suis le responsable, moi j'arrive à 10 heures, mais je demande à tout le monde d'arriver à 9 heures. Non, il faut arriver avant. Parce que les gens voient que toi aussi tu es impliqué. Quand il y a un problème, tu es là, tu es avec l'équipe, tu fais avancer les choses. Ils ont confiance, ils font confiance et ils se disent voilà, c'est normal, voilà. On ne décrète pas un leader, il le devient naturellement et c'est par à la fois ses compétences, sa capacité à comprendre, à écouter, à être empathique et aussi
par le fait qu'il donne l'exemple, que quand il y a un travail qui n'est pas intéressant, il ne le donne pas aux autres. Il le fait avec eux, voire il le fait lui-même. Voilà. C'est ça. Il faut apprendre aussi à donner l'exemple. Être chef, ça ne veut pas dire faire le bon boulot et ne rien faire. C'est faire plus que les autres, beaucoup plus que les autres, et plus de choses pas sympas que les autres pour qu'ils le voient et que... Ça facilite les choses. Ayman, j'aimerais bien finir par une dernière question qui concerne un peu l'entrepreneuriat, parce que toi, tu as passé plus de 15 ans vraiment dans le monde salarial, tu en as vu de toutes les couleurs aussi, et aujourd'hui tu as choisi la partie entrepreneuriat, tu as créé Emi RH. Donc ce que j'aimerais savoir vraiment, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat en général t'a appris sur toi-même, que tu n'avais pas la possibilité peut-être d'apprendre en étant employé. Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais autant appris euh, qu'en étant dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est salarié, on est quand même beaucoup protégé, voire même des fois infantilisé. On est notre vision est assez cloisonnée. Et quand on devient entrepreneur, on est responsable de tout. On doit tout savoir faire. On doit, que ce soit sur le juridique, que ce soit beaucoup de choses. Euh, il faut inventer des nouvelles choses, il faut être... voilà, c'est très compliqué. Donc il ne faut pas croire que c'est facile, voilà. C'est très très compliqué. Parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, il y a des problèmes qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas, et qui pourtant prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et entre autres les salariés, euh, l'administration. Enfin, il y a beaucoup de choses. On se dit une start-up, le plus compliqué, c'est de faire le produit. Mais en fait, non, le produit, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il faut vendre le produit. C'est très difficile aussi. Les gens s'imaginent souvent, oui, bah, je fais un bon produit, puis les gens, ils vont venir, take my money, Oh vas-y. que non. Shut Jamais, up and take my money. jamais, jamais. Ouais. Voilà. C'est même pas dans tes rêves. Il faut aller le chercher, le client. Voilà. C'est très, très compliqué de vendre. C'est très compliqué de gérer de l'humain, des salariés et tout. L'administration est compliquée et il faut gérer tout ça en même temps. Donc on apprend beaucoup de choses, on apprend sur le fonctionnement du système, on apprend sur soi-même aussi, notre capacité à gérer le stress, à gérer les urgences, à gérer les choses, à gérer l'humain. C'est une très bonne école, mais qui est très difficile, il faut être prêt euh, voilà, pour y aller parce on a beaucoup de plaisir. On a beaucoup de choses très sympas, mais on a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles, on a beaucoup de choses pas sympas, et il faut être capable d'absorber les deux. Et de s'adapter aussi. Tout le temps. On s'adapte tout le temps, on apprend tout le temps, je suis toujours en train d'apprendre, euh, parce que bah, il y a toujours des choses à apprendre et qu'on n'a pas le choix, que ce soit sur le juridique, sur le techno, sur plein de choses, on apprend, et c'est un plaisir. Enfin, il faut le prendre comme un plaisir. Moi, pour moi, c'est un plaisir. Voilà, pour moi, quand on arrête d'apprendre, bah, on est mort en fait. Donc, Oui. c'est pour ça, les cafés, c'est quelque chose que quand je vois les gens au café, j'aime pas ça. C'est du temps perdu, c'est pas de C'est la une perte de productivité. temps incroyable. Ouais. On peut faire beaucoup de choses. Avec le temps, on peut faire. Bah, l'imprimante 3D, tiens, je vais te donner. L'imprimante 3D, quand j'étais justement, je travaillais, c'était il y a longtemps, hein. Ma première imprimante 3D, je l'ai faite il y a peut-être 10 ans maintenant. C'est quand ça a Ah, commencé. Et ok. j'avais pas le temps. J'ai pas le temps. Enfin, je partais le matin tôt, je finissais le soir tard. Et j'avais envie de la faire. J'avais très envie de me faire une imprimante 3D. Et j'ai calculé mon temps et je me suis rendu compte que le soir, j'avais une demi-heure de libre parce que les enfants allaient prendre leur bain, etc. Ça me donnait une demi-heure. Donc je me suis fait un carton tous les soirs, pendant une demi-heure, je sortais mon carton, je faisais un petit peu mes petites pièces. À la fin de la demi-heure, je rangeais. Et voilà. J'ai mis, ouais, j'ai mis un mois à la fabriquer, l'imprimante. Waouh! Mais je l'ai faite. Mais je l'ai faite. Ouais. Et j'ai pas eu cette Ça, c'est de la frustration. persévérance. Mais voilà. Ben, on a du temps en fait. Quand on regarde, on a du temps. C'est vrai. Et ce temps, il faut l'exploiter. Au lieu d'être frustré, moi je me disais, ah, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. Mais en fait, si, j'avais une demi-heure. Voilà. Et j'ai fait mon imprimante. Elle a plutôt bien marché.
J'ai galéré. Ça Je me collait tiens pas le tous les plus jours. tôt, hein, parce que moi aussi, ma première imprimante 3D, c'était 7 ou 8 ans en arrière. Et je peux te dire que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Niveau fiabilité, le truc qui gloque, on n'arrive pas à imprimer. Et puis, tu as 99% de l'impression et ça s'arrête au milieu. Je pense que t'as vu tout ça, hein, t'as vécu tout ça. Voilà, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup de l'échec aussi. Donc il Ça faut résume savoir tout, prendre, hein. il faut savoir prendre les échecs parce qu'on apprend beaucoup et la fois d'après on fait mieux. Donc voilà. Mais oui, oui, on a du temps, il faut l'exploiter, il faut apprendre, il faut toujours apprendre. Il faut accepter les échecs parce qu'on ne peut pas toujours réussir. Et les gens qui réussissent, on montre souvent leur réussite, mais on ne montre pas tous les échecs qu'il y a eu avant. Y compris dans le monde des startups, hein. Il y en a qui ont créé aujourd'hui, si tu vas voir, tu as des startups licornes voilà, qui pèsent des milliards, qui sont énormes. Quand tu regardes l'historique de leur patron, c'est sa quatrième startup. Les trois d'avant, c'était des échecs retentissants, et la quatrième a marché. Donc voilà, il faut, voilà. Même si la startup n'échoue pas, mais dans la vie de la startup, il y a plein de petits échecs, et c'est normal, qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre pourquoi, puis s'améliorer. Donc voilà, c'est ça la vie d'un entrepreneur, c'est plein de choses sympas, mais aussi plein de problèmes, plein de réussites, mais aussi plein d'échecs. Et l'ascenseur émotionnel la journée, il est comme ça. Et donc il faut apprendre à gérer tout ça et à être serein. Du coup, en 60 minutes, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui envisage de quitter son CDI, peut-être pour créer son entreprise, ça serait quoi? 60 minutes, c'est long, mais plutôt 60 60 secondes. secondes, excuse-moi, 60 secondes, oui, je m'excuse. 60 secondes. Ah oui. 60 secondes, oui. Alors, alors, c'est compliqué de donner des conseils, mais je vais dire ce que moi j'ai ressenti, mais c'est pas un conseil parce que chacun fait ce qu'il veut. Après, les gens, voilà. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir commencé plus tôt. Je me suis dit, voilà, j'aurais dû commencer plus tôt et aller plus tôt. Parce que c'est un vrai plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, j'aurais dû y aller plus tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on imagine en termes de problèmes, c'est un tout petit truc. Les problèmes sont beaucoup plus gros que ça. Les déceptions sont beaucoup plus importantes. Et il faut savoir toujours relativiser, laisser passer, etc. Il faut apprendre à être serein et à pas être trop stressé. Maintenant, il faut aussi savoir accepter, enfin, accueillir les succès. Chaque petit succès doit être célébré. C'est important mentalement et tout, parce qu'il y en a aussi. Il y a beaucoup de succès, voilà, il faut les célébrer. Euh, et vaut mieux pas y aller seul. Parce que c'est très compliqué d'y aller seul. Il faut y aller au moins avec deux ou trois cofondateurs qui soient complémentaires. C'est-à-dire, il faut pas, par exemple, c'est pas trois ingénieurs informatiques. Voilà, il faut un ingénieur, il faut un sales, il faut voilà, un métier, il faut des gens qui soient complémentaires. Et puis après, il faut être persévérant. Tout est dans la persévérance. Avec moi, qui me conseille, j'ai l'ancien PDG de HP, ici HP France. Et je discutais avec lui la dernière fois, on est parti déjeuner, il me racontait une histoire. Il me disait chez HP, ils avaient rencontré le patron américain de HP parce qu'il lançait un nouveau produit, ça marchait pas très bien. Et il leur a dit, bah, en fait, ce qu'il faut faire, le secret, c'est que vous prenez une balle et vous la lancez sur le mur. Vous lancez, vous lancez, vous lancez, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accroche. C'est la persévérance. Donc là, c'est pareil. Dans la vie, il faut tester, tester, jusqu'à ce que ça marche. Et c'est là le secret, en fait, c'est la persévérance. Il faut oser, tout simplement. Il faut oser, il faut persévérer. Un échec, c'est pas grave, deux échecs, c'est pas grave, trois échecs, c'est pas grave. Et puis voilà, puis un jour, ça marchera. Il n'y a que ceux qui ne Ça. testent pas qui n'y arrivent pas. Tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Ayman, on a vraiment, vraiment parlé d'énormément de choses. Merci infiniment pour la générosité de tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment très ravi. Donc, je vais pas prendre plus de temps que ça. Je sais que voilà, t'as énormément de trucs à faire et je suis vraiment content que t'aies accepté de consacrer ce petit moment. Je te laisse juste le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter ou quelque chose à dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un vrai plaisir.
C'est toujours voilà, un plaisir d'échanger. C'est des moments qui sont sympas pour moi. C'est pas du travail. C'est comme dans un café, on discute. Euh, Quelque chose à partager. J'espère que en Tunisie, les choses vont s'améliorer. Il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de leur mieux. C'est pas facile pour plusieurs raisons. Voilà. Mais il y a du monde, il y a du potentiel. Ce qui manque peut-être, c'est de la confiance en soi. Voilà, moi je leur dis, les ingénieurs, nous EMI, ça a été fait par des ingénieurs tunisiens. Euh, voilà, on arrivait à produire un produit qui est en avance sur tout le monde. Donc on est capable de faire des choses, il faut avoir confiance en soi pour ça. Il n'y a pas de raison, enfin, on n'est pas plus bête que les autres, on n'est pas moins bon que les autres. Euh, voilà, et puis il faut travailler, il faut travailler. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de chance. Ça peut avoir un petit peu de chance, mais le secret, c'est le travail et la persévérance. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas en étant dans un café en attendant le pétrole. Je pense que t'as un réel problème avec le café, hein. J'ai un problème avec la perte de temps. Oui, Voilà. tout à Et fait. j'aime bien les cafés, hein. Moi, j'aime bien un petit café. Voilà, De قهوة temps en عربي temps. قدام في المرسى غاديك قدام البحر. C'est Ah, Sidi génial. Boussaïd. On laisse les bouteilles, c'est top. Écoute, qui sait, peut-être que notre prochaine interview, on le fera à Sidi Boussaïd, hein, autour d'un café. Bah, avec plaisir, je t'enverrai un petit message et puis si tu es dispo, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ayman Jouini, en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour tout ce que tu as partagé. Voilà, donc on se dit à la prochaine, peut-être à Sidi Boussaïd. À la prochaine. Aïcha, Merci, bonne journée à toi. bonne journée. Bye bye. Au revoir.